Bonjour, merci de nous recevoir dans la caserne des pompiers de Delta. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Mais donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une longue histoire. Moi, je suis rentré tout à fait par hasard parce que mon métier principal était donc dessinateur industriel. J'avais passé des examens d'incorporation à l'époque parce qu'il y a des copains qui étaient un peu intéressés. C'est ça que je l'avais fait avec pour le fun. Et bon, j'avais réussi. J'avais la possibilité de rentrer en 82, mais ayant un emploi. Bon, ça ne me faisait pas grand-chose. Et puis, malheureusement, à 7 ans, je me suis retrouvé sans emploi. Et dans le métier que j'exerçais, c'était pas si évident que cela. Et coup de chance, dans le mois qui a suivi, j'ai reçu donc un courrier de l'agglomération de Bruxelles, donc à l'époque, qui me disait que si je voulais rentrer chez les pompiers, étant à l'approche de 30 ans, pour moi il était temps de me décider, et ce que j'ai fait. Par contre, quand je suis rentré chez les pompiers donc, le 3 janvier 83, là c'était la grande surprise, comme je disais aussi tout à l'heure, on rentre dans un monde qui est méconnu, même si l'on voit passer des véhicules tous les jours, des véhicules aussi granulants et c'est ça. Donc on rentre dans un monde tout à fait différent, que le commun des mortels puisse rencontrer. C'est une vie tout à fait à part, avec une hiérarchie et c'est ça, une vie en communauté par guerre de 24 heures. Avec les différents caractères que l'on peut rencontrer, et au début, moi, cela ne me plaisait pas trop, et j'étais prêt à abandonner. Et ce sont mes amis qui sont rentrés en même temps que moi qui m'ont vraiment tiré vers le haut en disant, en essayant de me persuader de rester. Je les ai écoutés, et en final, 30 ans après, je ne regrette pas. Voilà. Alors, on sait que votre grade, c'est sergent. Oui. Mais quelle étape avez-vous dû franchir pour atteindre ce grade? Mais donc, c'est assez long et ardu. Dans le sens où, comme je disais à la question précédente, donc à l'époque c'était l'agglomération de Bruxelles, et donc c'était l'agglomération et le service d'incendie lui-même qui organisaient les examens. Ça permettait, c'était peut-être beaucoup plus facile, même s'il y avait un peu le copinage, mais il faut un certain nombre d'années pour pouvoir accéder à des grades différents qui sont, au départ, on est pompier stagiaire, puis on devient pompier après un an quand nous sommes nommés, donc à titre définitif. Mais il faut obligatoirement 6 ans, à l'époque, 6 années d'ancienneté pour pouvoir participer à un examen. Ce qui s'est passé, c'est que moi je suis rentré en 83. Dans le courant de 1985, il y a eu des examens qui ont été organisés, on a pu y participer. Et là, on s'est quand même fait entendre que nous étions trop jeunes pour postuler au grade de caporal, qui est la première étape. Maintenant, c'est devenu le SIAMU depuis une douzaine d'années, et c'est les écoles du feu qui sont en fait des ASBL, qui sont reprises un peu dans toutes les provinces de Belgique, tant en Flandre qu'en Wallonie. À Bruxelles, il y en a une, donc c'est l'école du feu, et c'est elle-même qui organise des examens dès l'instant où il y a des possibilités d'obtenir un brevet. Maintenant, pour avoir postulé à un grade, il faut obligatoirement un brevet. Tant pour caporal que pour sergent et pour adjudant. Maintenant, on a la possibilité de monter plus haut, c'est-à-dire officier. Il y a d'autres modules, d'autres cours, il faut obligatoirement les 3. Maintenant, avant, quelqu'un qui avait un diplôme d'ingénieur et qui rentrait au service d'incendie, de par ses connaissances, il avait la possibilité de participer à des examens au CELO et alors de ce fait devenir sous-lieutenant. Maintenant, il a l'obligation de faire pour rentrer chez les pompiers, de devenir pompier, donc l'examen de recrutement, il doit avoir son grade de caporal et de sergent avant de pouvoir postuler un grade de lieutenant, même s'il a le diplôme requis. Maintenant, attention, il est sous-lieutenant, mais il a encore l'obligation de suivre des cours de prévention, donc c'est une formation qui est quand même assez ardue. Là, c'est le ministère de l'Intérieur qui donne. Il y a 3-4 modules et c'est pas évident. Dès l'instant il les a réussis, il passe à ce moment-là lieutenant, ça devient une carrière plane, et c'est capitaine, commandant. Si maintenant il a vraiment un diplôme, on va dire ingénieur civil, à la limite il pourrait postuler pour le grade de chef de corps. Mais là c'est plus politique qu'autre chose.
Et comment se fait-il qu'il y ait autant de bénévoles en Belgique et quelle est leur utilité avec les pompiers? Ben, les bénévoles, ici à Bruxelles, il n'y en a pas. Mais par contre, il y a des bénévoles. Pourquoi? Parce que ben, tout un chacun a droit à une protection, tout le monde paye ses impôts, et que l'on habite à Bruxelles, où on va dire, je dirais, pour moi personnellement, moi j'habite à Mélin, tout près de Jodel, ben, je suis quand même en droit d'essayer d'obtenir la même garantie de secours si jamais mon épouse vient être malade et qu'il faut une ambulance, ou si ma maison vient à brûler, que les pompiers puissent venir aussi. Et donc dans des petites communes, ben, il est certainement plus intéressant d'avoir du personnel volontaire qui lui est payé à la prestation, mais qui n'est pas à demeure, parce qu'à demeure, un pompier en 24 heures, ben, ça coûte. Et pour avoir un pompier en 24 heures, il en faut 4. Parce qu'il faut tenir compte des accidents de travail, des maladies, et puis un gars qui prend un jour de congé, parce qu'on a droit à avoir des jours de congé. Donc c'est quand même une infrastructure assez conséquente, assez lourde. À Bruxelles, on est quand même 1000 pompiers. Répartis sur, je peux peut-être le préciser, répartis sur 4 compagnies. Chacune a 30-35 hommes. Avec toutes spécialités confondues. Donc, un chef de poste, un sous-officier, des caporaux, des ambulanciers, chauffeurs autopompe, échelle et c'est ça. En état-major, ils sont un peu plus nombreux, ce qui fait qu'à Bruxelles, par 24 heures, vous avez grosso modo 155 pompiers, 160 pompiers qui sont des guerres 24 heures sur 24. Pourquoi les bénévoles ne décident pas de passer en tant que professionnels? Eh bien, c'est une très bonne question parce que moi-même, je me suis déjà posé la question et quand j'ai eu l'occasion de côtoyer des gens qui sont volontaires. Ce n'est pas des bénévoles, ils sont volontaires parce qu'ils sont payés. On l'oublie, ils sont payés la prestation. Évidemment, au niveau des formations, ce n'est pas la même chose. Nous, à la limite, ici, on suit des formations journalières, même dans nos jours de libre, on peut être convoqué, on peut s'inscrire pour suivre une formation. Eux n'ont pas cette possibilité. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent pour un employeur. La différence, c'est que si on les appelle, ben, l'employeur, lui, dans les libérés, il va partir. L'employeur n'est pas toujours content. Ça veut dire qu'il y a un employé ou un ouvrier qui a quitté son emploi, son boulot, le temps qu'il parte en intervention qui peut durer quelques heures aussi. Ils ont les mêmes risques et ci et ça. J'ai déjà posé la question et honnêtement, mais je n'ai jamais eu de réponse. Par contre, nous avons beaucoup de pompiers professionnels ici, et je pense même qu'il y en a ici, il y en a 2, 3, qui sont pompiers volontaires dans un autre corps. Voilà. Et quel type d'intervention faites-vous dans les casernes ici, à Delta? Ben, moi personnellement, donc, je suis sergent, donc sous-officier, ben, je peux être amené à faire une pompe seule. Donc si je suis le bras droit de notre adjudant aujourd'hui, Delvaux, M. Delvaux, ben, lui il ne sort que pour incendie. L'incendie, ici, dans ce cas-ci, de ce poste avancé, c'est l'autopompe et l'auto-échelle. Si c'est une autopompe seule, à la demande du sang, ben, alors à ce moment-là, c'est moi qui parle. Et ça peut être toutes sortes d'interventions, hein. Ça va d'un objet menaçant la voie publique, un chat dans un arbre. On peut en rire, mais c'est la vérité. Là, à ce moment-là, on est même réquisitionné par, en l'occurrence à Bruxelles, c'est VBL, où ça peut même être un oiseau, où on a déjà eu le cas en hiver, des cygnes qui sont bloqués par la neige, par la glace aux étangs d'Ixelles, et on doit aller les dégager. Il n'y a pas que l'incendie, il y a 22 missions en plus que l'incendie. Si je commence à les énumérer, ça va faire on explique ça. Dans notre voilà. sujet. Là, c'était intéressant de savoir comment on fonctionne. Oui. Justement, voilà. comment choisissez-vous les personnes qui restent ou partent? Voilà. Donc, en fait, ici, dans le poste à Delta, il y a 13 hommes qui sont de gamme. Nous avons un poste avancé aussi, avec nous autres, c'est la même équipe, c'est le poste UCL, là ils sont 9. Là, ça veut dire qu'il y a une autopompe et 2 ambulances. Donc 5 hommes pour l'autopompe et 4 hommes pour l'ambulance, 2 fois 2. Ici, nous sommes 13. Il y a 5 hommes pour l'autopompe, 2 pour l'échelle, 2 ambulances et un véhicule de faubourg et de petite intervention vidange. En général, c'est la même équipe.
Et alors nous avons encore un renfort jour, donc les 2 personnes, tous les jours, excepté les week-ends, qui travaillent de 8h à 18h. En 12 heures, c'est chacun à son tour, et c'est ça. Ça permet d'avoir du personnel en supplément. Si jamais le matin il y a un malade, ben, celui qui est en 12 heures, qui était censé avoir fini à 18h, ben, il sait qu'il va devoir rester en 24 heures. Alors comment fonctionne le système? C'est-à-dire que, comme on presse des gardes de 24 heures, ben, je suis de garde aujourd'hui jusqu'à demain matin, et après je suis en repos durant 3 jours. Et ça, c'est toujours la même chose pour les différents postes. Donc il y a 13 hommes, nous sommes 35. 13 hommes, j'ai oublié de préciser, il y a encore une ambulance, 2 hommes qui font l'ambulance réanimation à l'hôpital Sainte-Élisabeth, avenue Lefray. Donc ici dans notre groupe, nous en avons 35. Aujourd'hui, il n'y en a pas, donc ça veut dire, vous comptez, il y a 17 hommes avec Sainte-Élisabeth, plus 9 hommes là-bas. Vous faites le compte, le restant, il est en congé, ou il peut être malade. Il peut y avoir un accident de travail. Alors comment ça se passe? Comment on travaille de 3 jours en 3 jours? Eh bien aujourd'hui, ce n'était pas moi mais mon collègue, c'est Jean-Paul Lemans, il a fait les communications pour le personnel qui est pendant 3 jours. On a un système informatique, ça nous permet d'élaborer des équipes, on essaie d'équilibrer le travail, parce que bon, tout le monde ne va pas faire que l'ambulance, et tout le monde ne va pas faire, on est assez polyvalent, hormis les fonctions du chauffeur. Et là, c'est plus une spécificité. Donc, possibilité, nous avons aussi de passer à l'engagement, enfin après l'engagement. Parce qu'au départ, en fait, tout le monde rentre comme ça peut rentrer. Ce n'est que par après, en fonction de vos capacités, c'est ça, ou de votre demande, vous allez décider si vous restez pompier ou si vous décidez de passer dans le rôle de chauffeur. Dans le rôle de chauffeur, là, il y a différentes possibilités. Donc, au départ, c'est chauffeur autopompe, donc il y a quand même toute une formation, parce que ce n'est pas que rouler avec le véhicule. Hein, et par après, 3 ans après, il a la possibilité de passer opérateur échelle, qui est une autre formation. Quelles sont vos activités entre chaque intervention? En caserne? Oui, quand vous n'êtes pas appelé en intervention. Eh bien, moi, dans le cadre de mon rôle de sous-officier, ben, si je reviens, ben, on a fait une intervention, soit je fais le rapport moi-même, ou je peux le déléguer ce qu'on appelle le numéro 2 dans la pompe. Donc c'est un chauffeur, le chef et 3 hommes. Chaque homme a une fonction bien précise, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et en général, le numéro 2, c'est un caporal, breveté sergent, donc qui est appelé à devenir sous-officier. Eh bien, c'est lui qui est chargé à ce moment-là de faire le rapport. Et moi, à ce moment-là, je peux du nouveau retourner à mes occupations, qui est l'établissement du service pour dans 3 jours, ou la distribution des différentes fonctions, et veiller à ce que le travail en caserne soit fait. On peut voir que, comme ils font maintenant, ils sont en train de faire la mise en ordre de la cuisine. Et bon, peut-être par après, si on a le temps, on fera une petite théorie ou un petit exercice. Quelle est l'intervention la plus dangereuse à laquelle vous avez dû faire face? Bon, j'en ai déjà eu quelques-unes. Il y en a 2 qui me reviennent dans l'esprit. C'était la date, je ne sais plus très bien, mais je me souviens très bien que c'était le jour de la finale du championnat d'Europe de football à Rome. C'est là où la Belgique avait été éliminée en demi-finale par l'équipe d'Angleterre. Il y a peut-être des jeunes qui vont encore s'en souvenir. C'était sur un coup franc de David Platt, je ne sais pas si vous jouez au football. Et c'était dans les dernières minutes, voilà. Et donc la Belgique avait été éliminée, et 2 jours après, ben, il y avait la finale. Et j'étais casé à l'époque à la VUB. Et alors, le midi, ben, on avait mangé normalement, et puis le soir, ben, on avait dit, ben, d'accord, on va manger des spaghettis, et on va en profiter, on va regarder le match à la télévision. Et ce match était tellement bête, on s'est dit, on aimerait bien faire une bonne petite sortie. On était à peine un quart d'heure, s'il était plus tard, on était à peu près 11h30 du soir, et ça a sonné, et nous sommes rentrés à 6h, on est revenu à la caserne à 6h30 du matin, sans autopompe et sans échelle. Elles ont brûlé sur l'intervention. Et moi je peux dire que j'ai eu la chance d'avoir un bon chef à ce moment-là parce que nous sommes passés entre la pompe et l'échelle et les images que j'en ai gardées, c'était comme un surfeur à Hawaï qui passe dans un rouleau, le fameux tube, et ben les flammes c'était ça, elles ont passé au-dessus de l'échelle, de l'autopompe, et on est passé, les véhicules, ils sont cramés.
L'autre grosse intervention, c'était l'incendie aux abattoirs d'Anderlecht. Là, j'étais de repos. Et c'est en sortant de mon domicile. À l'époque, j'habitais Colberg, j'ai vu un grand nuage noir, je me disais pas possible. J'ai téléphoné à la caserne d'état-major, et là, on m'a dit, oui, tu peux rentrer, il y a urgence, et je suis rentré. Et j'ai pris ma première incendie, j'ai dû prêter une info pour mes collègues. Et la plus triste, c'est chaussée de Saint-Job, il y a de cela 5 ans, on a perdu 2 collègues. Ça, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas quand même. Ça, c'est on va pas être pilonnier. Ça reste dans nos cœurs, dans nos têtes, et on vit avec. Dans les autres interventions que vous avez dit juste avant, il y avait pas eu de... Pas de blessés, mais beaucoup de dégâts, donc hormis les 2 véhicules. Il y a toute une menuiserie quand même, à peu près 4000 m², c'était à Jette, et 6 maisons particulières. Et avant votre première intervention contre le feu, quel type d'entraînement subissent les pompiers pour se préparer à ce genre d'intervention? Comme je disais tout à l'heure, donc maintenant c'est beaucoup plus long, mais quand moi je suis rentré, c'était 3 mois d'instruction. Je suis rentré en janvier 83, j'ai fait janvier, février, mars, c'était 8 jours pleins, de 8h à 16h30, si je ne m'abuse, avec 1 heure de pause le midi. Et nous avions de la théorie et de la pratique, c'est-à-dire des formations de ligne, des mises en situation théoriques et pratiques, faites par des instructeurs qui étaient pompiers, mais déjà depuis quelques années, chose qui se fait encore actuellement. En général, on profite toujours de l'acquis, de l'expérience d'anciens pompiers ou de gens qui sont quand même capables de donner une instruction, qui ont suivi des cours pédagogiques, parce que c'est nécessaire, c'est comme un professeur, il faut pouvoir donner un cours, il ne suffit pas de se mettre au tableau et de commencer à compter 1 plus 1, ou faire on va dire une intégrale, il faut pouvoir expliquer par A plus B pourquoi on arrive là, et ainsi de suite. Et donc c'est une instruction qui est assez dure, et c'est tellement dur et tellement vaste que maintenant ils sont passés à 6 mois d'instruction. 6 mois pleins, à raison de lundi au vendredi, et là-dedans il y a du sport, énormément de sport. En général, quelqu'un quand il sort de l'instruction, il est, je ne vais pas dire, si c'est un bon footballeur, mais pour les joueurs, c'est une très bonne condition. Après, ça s'estompe un peu, mais quand on est après ça, il reste obligatoirement 1 an dans l'état-major, et par après, en fonction de la demande et des places disponibles, il sera muté dans un autre poste, Delta, Anderlecht ou la VUB. À partir de là, il suivra plus ou moins le même programme, parce qu'il faut toujours rester un peu quand même à la page. Et donc, quand il vient ici en caserne, ici c'est une caserne, il refera aussi des formations de ligne, des exercices, de la théorie, et voilà, une remise à jour, en plus des formations obligatoires qui sont, elles, organisées par l'école du feu. Mais tout ça, c'est pour les professionnels, c'est pas pour les professionnels. Là, les volontés, là, c'est plus délicat. Et moi, je dis malgré tout mon chapeau, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas les mêmes formations. Ils ne sont jamais en nombre, parce que comme ça fonctionne à l'appel, les premiers arrivés ils partent et les autres ils vont les rejoindre sur l'intervention. C'est plus aussi délicat, hein, c'est pas plus dangereux. Voilà. On sait qu'il existe différentes catégories. Oui, il en existe encore, mais donc ici c'est un cours exclusivement professionnel. Et donc il y a des cours mixtes, X et Y. Pour Z c'est un peu plus rare, et alors vous avez les cours de volonté, mais ce qui se passe maintenant, c'est que, comme il y a une réforme des services d'incendie qui est en cours, un peu comme dans le même genre que la réforme des polices, on aurait tendance à pouvoir travailler quand même de plus en plus peut-être avec des volontés. Aussi, ça risque d'arriver. Ça arrive même quelquefois, puisque de temps à autre, nous sommes appelés à travailler avec des pompiers de Zaventem, où là c'est un cours mixte. Donc il y a des volontaires et des professionnels. Voilà, c'est là que notre interview se finit. Merci de nous avoir reçus. Eh bien, c'est un plaisir. Voilà. Merci bien. Au revoir. Je vous souhaite bonne chance. Merci.